Comme Kimak de Xavier Niel, on investit dans beaucoup de boîtes chaque année, une 50aine de boîtes. Finalement, si tu es investisseur, il faut que tu investisses au bon moment et que tu sortes au bon moment. Même Amazon, un jour, mourra. Comprends là où tu es fort, comprends tes zones de talent, tes zones de génie et concentre-toi à fond là-dessus et ne fais quasiment que ça. L'école, pour moi, ça a été une suite de jours d'un ennui mortel. C'est indispensable d'avoir été entrepreneur avant d'être investisseur. Te lancer à mon compte, ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu'en fait, une fois que tu as goûté à ça, avec un peu de succès, tu peux quasiment plus revenir en arrière. Bienvenue dans Yes ou No, là où une syllabe peut réécrire une histoire, la tienne, celle de ton entourage, celle d'un secteur, voire celle de tout un pays, comme on pourra le voir avec nos invités successifs. Sur ce podcast, on explore ces moments où une décision, dire oui ou non, peut tout changer. Ici, on est précis, pas de blabla, on dit toute la vérité, rien que la vérité. T'es prêt ? La pression. Exactement. Alors, aujourd'hui, je prends mon petit outil, parce que tu as une expérience assez singulière. J'accueille Corentin Orsini, cofondateur du fonds d'investissement Super Capital. Ton parcours t'a conduit à créer un fonds pas comme les autres, à la croisée du capital risque, de l'immobilier, de la reprise d'entreprise et même de services innovants comme l'externalisation de CFO pour start-up. Tu montres qu'être un investisseur, ce n'est pas seulement gérer de l'argent, mais aussi entreprendre, fédérer et dynamiser tout un écosystème. J'ai bien résumé pour l'instant ? Je vais dire yes. Ça commence bien. Alors, question traditionnelle pour démarrer. Corentin, si tu regardes en arrière, quel est le premier yes ou no, peut-être à l'enfance ou à l'adolescence, qui a marqué ta trajectoire ou changé ta vie ? Alors, c'est drôle parce que je sais pas si tu vas aimer ma réponse, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs yes et il y a plusieurs no. Et en fait, je pense que c'est un peu ça dans la vie, c'est une succession de choses. En gros, je vais te dire les plusieurs qui me viennent un peu à l'esprit comme ça. Le premier, c'est avoir osé inviter une fille à danser un slow en CM2 dans une boom, et elle m'a dit oui. Et là, j'étais scotché parce que c'était la plus jolie fille de la classe. Et franchement, je m'en souviens encore. Je me suis dit, putain, elle m'a dit oui. Tu vois, est-ce que tu es encore avec ? Ah non, ça fait bien longtemps. Un truc de fou, tu vois. Ton premier oui comme ça, c'est incroyable. Et puis plus tard, tu vois, bien des années plus tard, mon premier client, je m'en souviens, premier client, je suis freelance, qui me signe mon devis et on part sur une mission, je sais même plus combien c'était, tu vois, mais c'était beaucoup d'argent pour moi parce que je me lançais comme freelance. Et tu te dis, mais en fait, waouh! En fait, tu peux vivre de ton business, de tes prestations. T'as pas besoin qu'il y ait écrit L'Oréal ou Total sur le devant de ta porte. Et c'est plusieurs oui comme ça qui m'ont fait dire, en fait, tu peux exister sans faire partie d'un tout préexistant, tu vois, sans rentrer dans un système préexistant. Et puis après, les noms que je me suis pris, je m'en suis pris aussi plein. Des noms comme par exemple, tu vois, avant de faire le SCP, j'avais pas de beau diplôme sur mon CV et je postulais à plein de trucs qui me tentaient. Et je me rappelle des groupes médias notamment. Et je me prenais plein de noms dans la tête et je comprenais pas. Et en fait, ça m'a poussé à reprendre mes études, à aller plus loin, etc. Machin. Et après ça, j'ai repostulé et je voyais que c'était plus non, c'était oui les réponses, tu vois. Donc comme quoi, tu peux influer sur le cours de ta vie, quoi. Complètement. Ça me rappelle, moi aussi, quand j'ai lancé ma première boîte, mon premier beau de commande, je t'avoue que j'en ai eu les larmes aux yeux parce qu'on se dit toujours, est-ce que les autres vont avoir confiance en nous ? Et bien sûr. C'est un marqueur dans une vie, c'est tout bête. Et après, tu as 500 clients et tu oublies un petit peu, mais c'est quand même quelque chose de très important. Et il y a toujours un premier. Et tu vois, dans l'histoire de Super Capital, je me souviendrai toute ma vie du premier client que j'ai accompagné à sa levée de fonds, qui était 2 entrepreneurs en 2016, et la boîte s'appelait En Voiture Simone. Ça a été un beau succès. C'est les premiers à m'avoir fait confiance. J'avais 0 track record. Alors, j'avais du track record dans d'autres banques d'affaires, etc., mais pas à mon compte. Ça a été les premiers à me faire confiance et je les en remercie. Et pareil, côté investisseur, j'ai eu plusieurs personnes comme ça. Je ne vais pas les nommer expressément là, mais j'ai plusieurs investisseurs que j'ai en tête qui m'ont fait le premier chèque, pour une startup que je leur avais présentée ou pour le premier fonds que j'ai constitué. Et ça, c'est génial parce que tu te dis, ils croient en ce que j'ai fait et en ce que je porte comme message, tu vois.
Ouais, complètement. Alors, on va revenir à ton enfance, tes racines. Enfant, tu avais déjà ce goût pour les projets et la prise de risque. À fond. Yes, à fond. Vraiment. Et d'où ça te venait alors? Alors, d'où ça me venait, aucune idée. Enfin, j'ai quelques idées quand même. Tu vois, l'école pour moi, ça a été une suite de jours d'un ennui mortel. Je me suis ennuyé toute ma vie à l'école. Le seul moment où j'ai adoré, c'était en première ou en terminale, je sais plus. Il fallait qu'on fasse des travaux en groupe complètement différents du système scolaire. Je crois que ça s'appelait le TPE, travaux personnels encadrés, un truc comme ça. Et donc là, je me suis révélé parce que ça m'a motivé et on m'a dit, tu rends ce que tu veux. Une œuvre d'art, un fichier audio, ce que tu veux. Et moi, à l'époque, c'était en 98-99, j'ai fait un site internet. Et donc, j'ai un site internet de contenu, quoi. Et personne ne savait comment faire un site internet à l'époque, tu vois. Et ça, alors, je sais pas, j'ai eu 18 ou 19, je sais plus. Et j'ai adoré. Et c'est vraiment le truc que je me rappelle de ma scolarité. Tout le reste, je m'en rappelle plus. HTML et tout ça? Ouais, bien sûr, avec le serveur FTP, tu uploadais fichier par fichier, etc. Tu vois, et ça, voilà, projet, ça, je m'en rappelle. J'ai toujours adoré les projets. Je suis toujours aujourd'hui un amoureux des projets. J'aime les projets qui naissent from scratch, tu vois, de zéro, qui partent de zéro comme ça. J'adore ça. Et la prise de risque, oui, j'ai toujours adoré ça. Toujours été un fan de sport extrême, sport de glisse et tout ça. Je sais pas d'où ça me vient, mais c'est comme ça, c'est ce que j'aime. Et ton entourage t'a poussé à viser l'entrepreneuriat? Non, franchement, non. Mon entourage, alors attention, ils m'ont pas découragé de le faire. Mais ils m'ont pas encouragé à le faire, tu vois. Mon père a bossé pour une multinationale toute sa vie, et comme tous les parents, ils ont voulu quoi? Ils ont voulu que je fasse des études et que je trouve un bon job bien payé et que je sois tranquille. Et je comprends, et tout le monde, enfin presque toutes les familles sont comme ça, tu vois. Et non, on m'a jamais dit, honnêtement, personne m'avait jamais dit entreprends, crée ta boîte. Je l'ai découvert plus tard qu'on pouvait le faire, tu vois. Donc non. Après, j'avais quand même ma grand-mère qui était ostréicultrice que je suivais dans ses livraisons, dans ses huîtres, etc. Ça, c'était la figure entrepreneuriale. Mais si tu veux, à l'époque, j'appelais pas ça comme ça et je savais pas que c'était de l'entrepreneuriat. Et tu t'imaginais déjà, je sais pas si c'est le terme dans un fonds d'investissement, mais gérer l'argent pour les autres ou utiliser l'argent des autres pour construire de la valeur? Jamais. Je voyais ça comme un truc complètement inaccessible de gens en costume cravate dans des tours à Wall Street. Et évidemment pas du tout mon univers de mec qui a grandi en province, tu vois. Non, pas une seconde. Et alors, tes premiers choix et ton passage à l'investissement, ton premier job, t'as vite montré ce que tu ne voulais pas faire finalement? Oui et non. En fait, mon premier job, j'ai eu. C'est bizarre mon premier job parce que j'ai adoré. Parce que donc en gros, j'étais journaliste technologique et scientifique chez Science et Vie Micro. J'étais basé à Paris. Je voyageais un peu partout dans le monde et tout ça pour couvrir les événements d'innovation, quoi. J'allais dans la Silicon Valley, etc. Et en fait, donc ça, c'était une composante génial de mon job. Par contre, effectivement, pour répondre à ta question, ce que j'aimais pas, c'était tout l'aspect aller au bureau tous les jours, rester derrière un ordinateur tous les jours, etc. Moi, ce que j'aimais, c'est quand je partais en voyage, quand j'allais à des conférences de presse, quand j'allais rencontrer des gens, découvrir, apprendre. Et donc, je me suis dit, ok, bon, ça, c'est un truc que j'aime. L'aspect que j'aime pas, c'est être dans une grosse organisation, venir pointer entre guillemets tous les jours, machin, au bureau. Ça me saoulait. Mais donc j'ai eu quand même beaucoup de chance avec cette première expérience parce que j'avais des super conditions. Et en même temps, j'arrive en 2005 dans le monde de la presse écrite. Il est en train de s'effondrer et je me dis merde, attends, je peux pas rester des années là-dedans parce que le business model de la presse, il est menacé par Internet en 2005. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille ailleurs. Alors là, tu es en train un peu de répondre à ma question suivante. Tu as déjà dit non à une carrière presque plus sûre, quand bien même le marché était en train de se casser la figure. Ouais. Mais ça représentait quoi pour toi, cette espèce de saut dans l'inconnu? C'est quand même un peu ça. Ouais, c'est complètement ça. Tu as complètement raison. Ça représentait la liberté, clairement la liberté. Oui, j'avais des propositions de job dans les médias. Plus tard, j'ai eu très belles propositions de job dans des scale-up et dans des banques d'affaires. Mais j'ai jamais choisi cette facilité-là. Je me suis toujours dit, attends, je peux faire des choses plus intéressantes et de manière plus libre ailleurs de mon côté. Ok, ça sera beaucoup plus petit au début, mais ça se trouve, ça va grandir et on sera peut-être plus gros que la carrière qu'on me propose là aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a plein de boîtes qui m'ont proposé des jobs intéressants à l'époque et tout, et il y en a qui n'existent plus aujourd'hui. Et même si elles étaient très grosses, tu vois, il y a notamment un groupe de presse gigantesque pour lequel je bossais, il n'existe plus aujourd'hui. Et donc, en fait, finalement, tout ça, c'est émouvant.
Et je la pose à tous mes invités cette question. Tu as eu un mentor décisif ou une rencontre fondatrice et auquel cas, en quoi ça a changé ta trajectoire? Alors, j'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu plusieurs. J'ai jamais vraiment eu de mentor, mais j'ai eu beaucoup de figures auxquelles sur lesquelles je me projetais. Je me disais, attends, ça, lui ou elle, il a une super vie. Tu vois, en 2006-2007, je regardais beaucoup les vidéos de Loïc Lemer. À l'époque, ça m'inspirait beaucoup. Je me disais, attends, il a une super vie, c'est génial ce qu'il fait, etc. Même si je l'ai jamais rencontré en vrai, mais je le voyais, tu vois, en vidéo. Et puis, pareil, autour de moi, j'avais l'un de mes meilleurs amis qui était déjà à son compte il y a 20 ans. Et je voyais qu'il avait une maîtrise totale de ce qu'il faisait, de son agenda, de ses choix. Et ça m'attirait beaucoup. Donc, j'ai vu plusieurs figures un peu comme ça autour de moi. Et surtout, je voyais que ces gens-là, tu vois, ils avaient accès à des connaissances. Ils avaient accès à des gens. Ils avaient accès à du réseau. Et tout ça, ça m'intriguait et ça m'attirait. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre cette grande famille de l'entrepreneuriat. Alors justement, on en vient à Super Capital que tu as cofondé. Monter un fonds, c'est d'abord être entrepreneur. Et qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière ce mot investisseur? Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est juste de la mise en relation. Ouais. Moi, je suis dans ton fonds. Ouais. Je crois que ça va quand même un peu plus loin. Tu peux nous raconter ça, en tout cas à nos auditeurs qui peut-être sont passionnés par cette notion de capital, de création de valeur, etc. Oui, complètement. Mais tu as entièrement raison quand tu dis que en fait, être investisseur, monter un fonds, monter une communauté d'investisseurs, en fait, c'est entreprendre, c'est être entrepreneur avant tout. Parce qu'en fait, déjà, on est parti de zéro. Enfin, je suis parti de zéro, en l'occurrence. Et donc, en fait, à moins que tu aies toi-même beaucoup de capital à investir, non, en fait, un investisseur, la plupart du temps, il lève lui-même du capital qu'il va investir. Donc, en fait, il faut convaincre des premiers clients qui sont les investisseurs, il faut convaincre des entrepreneurs d'investir chez eux, il faut convaincre, en fait, plein de parties prenantes. C'est comme un peu une marketplace où tu as plusieurs parties à convaincre. Donc, en fait, oui, je considère être à 100% un entrepreneur aujourd'hui, clairement. Même si parfois les entrepreneurs nous voient comme des investisseurs, donc ne nous voient pas tout à fait comme eux. Mais moi, j'en suis un, clairement. Et je l'ai toujours été. Et donc, tu choisis finalement des dossiers d'investissement. Est-ce que dire non à un dossier, c'est plus difficile que de dire oui? Et auquel cas, est-ce que tu as quand même quelques regrets derrière toi, des dossiers que tu aurais laissé passer? Ouais. Oui, alors ça, je pense que ça dépend énormément de la personnalité des gens. Parce que je connais beaucoup d'investisseurs qui ont du mal à dire non. Moi, au début, je pouvais avoir un peu de mal à dire non. Effectivement, j'ai appris avec le temps. Mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs, à l'inverse, qui disent non quasiment tout le temps et qui ont du mal à dire oui. Tu vois, donc ça dépend vraiment beaucoup des personnalités. Moi, je suis plutôt un enthousiaste à la base, donc il faut que je me freine un peu et il faut que j'arrive à plus dire non. Alors aujourd'hui, c'est plus trop moi qui fait ça, c'est plutôt Thibaut, mon associé, qui gère ça. Moi, je gère plutôt les investisseurs, je vais plutôt chercher les investisseurs. Mais effectivement, c'est un métier où tu dis non 99 fois sur 100 et la fois où tu dis oui, il faut le dire à la bonne boîte parce que sinon, ça le fait pas, tu vois. Donc effectivement, ça, c'est un aspect quand même assez difficile. Alors nous, encore une fois, on a un système un peu hybride parce que, un peu comme Kimak de Xavier Niel, on investit dans beaucoup de boîtes chaque année, une 50aine de boîtes, mais des petits tickets. Et les gros tickets, on les remet uniquement dans les top performers, dans les meilleures boîtes de notre portefeuille. Et là, on réinvestit beaucoup plus. Et Super Capital, c'est aujourd'hui une plateforme multifacette, un peu protéiforme. Ouais. Tu l'avais réfléchi dès le départ comme ça, et oui ou non, mais le cas échéant, est-ce que c'est important d'après toi d'aller au-delà de ce qu'est un VC traditionnel? Alors clairement, je ne l'avais pas du tout réfléchi comme ça, non. Je n'avais pas réfléchi comme ça. Honnêtement, au début, c'était simplement une manière... Super Capital, au début, c'était deux choses. C'était un, mon activité freelance, tout simplement, d'accompagnement des entrepreneurs. Et deux, un partage de deal flow, un partage d'opportunités d'investissement intéressantes à mon réseau proche. C'était simplement ça. Et en fait, ça a complètement dépassé tout ça. Avec aussi l'association, je me suis associé, on a recruté, etc. Enfin, on a fait plein de choses. Et du coup, non, j'avais pas du tout, très honnêtement, j'avais pas du tout. Alors, j'admire, moi, les gens qui disent j'avais la vision de ce que serait la boîte 10 ans après ou 15 ans après et qui arrivent exactement à ça. C'est fou. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je commence un projet. Je lance,
je comprends où. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre ce que tu as fait, le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien, et quelle est la bonne voie pour continuer, tu vois. Et ça, pour ça, c'est génial d'avoir des associés, parce qu'on a tous des visions un peu différentes, et on peut se dire, OK, ça c'était bien, ça c'était pas bien, pourquoi, et dans quoi on continue. Donc ça c'est génial. Tu parles de ceux qui ont une vision à 10 ans. Effectivement, on a fait un enregistrement avec Frédéric Lagné qui a créé Patalogue. Et lui, il nous disait qu'à 30 ans, il imaginait 20 ans plus tard avec ses associés qu'il voulait céder sa boîte, qu'il voudrait et qu'il y aurait plus de 1000 salariés. Et il l'a cédé à peu près 22 ans après avec 1300 salariés. Incroyable. Ouais, c'est assez extraordinaire. Alors, la diversité des activités qu'il y a chez toi, tu peux les rappeler d'ailleurs si tu veux. Ouais. Est-ce que on ne dit pas que ça dilue un peu le focus parce qu'en général, un entrepreneur, on va lui dire surtout garde ton activité, progresse là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Et également, qu'est-ce que ça apporte de différent à la fois aux entrepreneurs et aux investisseurs? Ouais. Comme tu l'as dit, effectivement, on est protéiforme. On est hybride. Oui, je suis d'accord. C'est important d'être focus quand on est entrepreneur. Cependant, nous, l'ADN de Super Capital, on est protéiforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à la fois une communauté d'investisseurs, à la fois en start-up, mais aussi en reprise d'entreprise en LBO. Et on est une boîte de services banque d'affaires à côté. Donc, on fait du service et on fait de l'investissement. Donc déjà, c'est deux choses souvent différentes. Nous, on pense que ça fait sens de faire des synergies entre les deux. Et comment on ne se défocus pas? C'est assez simple. En fait, chaque business unit, chaque filiale, chaque nouveau projet, on s'appuie sur une personne de confiance, une personne associée, une personne expérimentée qui, en fait, gère son business sous le chapeau, sous l'ombrelle Super Capital. Super Capital, c'est une marque, c'est une communauté, c'est effectivement, ça peut être une vision, des objectifs, etc. Et ça fédère. Et donc, au sein de ça, on a des talents. Thomas, c'est un super talent sur la reprise d'entreprise en LBO. C'est Thomas qui gère cette partie-là, tu vois. Et Olivier, que tu connais, sur la partie immobilier, etc. Et donc, je pense que pour avancer correctement, soit effectivement, tu es très focus, mais dans ce cas-là, tu te développes de manière assez organique, assez linéaire. Ou alors, tu fais confiance à des gens. Moi, j'ai tendance à faire confiance à des gens de manière un peu décentralisée comme ça. Mais la clé de tout ça, c'est de trouver les personnes avec qui tu t'entends bien, les personnes très talentueuses, très bonnes. Ça, c'est le plus difficile à trouver. Ok, quelques questions rapides juste avec un yes-no. Cette fois-ci, tu regrettes d'avoir raté un deal devenu énorme, et lequel? Alors, no, parce que pour l'instant, j'en vois pas. Je sais pas. Ok. Deuxième question, tu prends encore des risques perso en parallèle? Oui, on en prend toujours des risques perso en parallèle. Oui, clairement. Que ce soit des investissements ou des choix de vie. Ok. Un investisseur doit être aussi pédagogue qu'analyste? Tu veux dire pédagogue avec qui? Avec, ça peut être les dossiers qu'il a sous le coude, soit parce qu'il a une décision à prendre, soit parce qu'il est simplement investisseur, auquel cas on est dans une démarche peut-être d'accompagnement. Ouais. Oui, il doit être. Tu as raison. Il doit être. En fait, il doit être analyste au début, puis pédagogue ensuite, par la suite. T'as raison. Sur le long terme, il doit être pédagogue parce qu'il a vu déjà des centaines de situations similaires, alors que l'entrepreneur, c'est la première fois qu'il le vit souvent. Alors toi, tu es en plein milieu de l'argent. Est-ce que tu dirais que l'argent change la relation avec les gens? Oui, hélas, souvent c'est le cas. Plus tu as d'argent, plus les gens vont... alors déjà, il va y avoir une cour de gens autour de toi qui va un peu venir essayer de grappiller, de profiter. Ça existe, je l'ai vu. C'est pas systématique, mais ça existe. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui vont être un peu impressionnés par l'argent et par tout ce qu'il y a autour, le pouvoir, le décorum, etc. Et alors moi, c'est marrant. Moi, j'étais très impressionné par ça, comme plein de gens, hein, il y a longtemps. Et alors aujourd'hui, je le suis plus du tout parce qu'en fait, je suis un peu vacciné. Je suis tellement entouré de gens brillants qui ont énormément réussi, comme la personne que tu viens de citer. Moi, j'en ai des milliers dans ma communauté, qu'en fait, maintenant, je suis insensible à tout ça et que, en fait, tu es toujours le pauvre de quelqu'un. Donc maintenant, je suis plus sensible à ça. Mais oui, effectivement, il y a plein de gens qui sont très différents avec les gens en fonction de leur compte en banque. Ouais.
Alors, quelle est l'initiative dont tu es le plus fier aujourd'hui? Ça peut être business, mais ça peut être humain, ça peut être ce que tu veux. Je pense que c'est d'avoir inspiré quelques personnes qui sont passées par chez nous, par Super Capital ou avant par d'autres boîtes que j'ai pu créer ou dans lesquelles j'ai pu bosser. Et ces gens-là ont eux-mêmes embrassé une carrière d'entrepreneur. Et ça, je trouve ça génial parce que ça essaime. Tu sais, on parle de la PayPal Mafia aux États-Unis. Bah, alors, à mon tout petit niveau, évidemment, hein, mais tu vois, ça, je suis assez fier, ouais. Tu as été jeune, comme tout le monde. Tu conseillerais à un jeune de se lancer dans le VC et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au jeune homme de 25 ans que tu étais? Non, je ne conseillerais pas de se lancer dans le VC, pas du tout en tant que jeune, certainement pas. C'est pas du tout un métier qu'il faut faire jeune, c'est un métier qu'il faut faire avec du recul, avec de l'analyse, avec de l'expérience. Pour moi, c'est indispensable d'avoir été entrepreneur avant d'être investisseur. Sinon, je comprends pas comment t'as... Enfin, il y en a qui arrivent, hein, et tant mieux pour eux, hein, mais très honnêtement, non. Et en plus de ça, aujourd'hui, se lancer dans le VC, c'est un océan rouge. Comment tu vas faire la différence par rapport aux autres qui sont issus des mêmes écoles que toi, etc. Non, clairement, je ne recommanderais pas. Et qu'est-ce que je me dirais à mes 25 ans? Je me dirais, en fait, je me dirais un truc très simple. Je me dirais, comprends là où tu es fort, comprends tes zones de talent, tes zones de génie et concentre-toi à fond là-dessus et ne fais quasiment que ça. Le reste, tu ne seras jamais au niveau des bons. Et donc, comprends là où tu es bon et fonce. Et trouve les associés qui te complètent. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et si demain, tu devais dire non à tout ça pour faire autre chose, tu imagines la suite? Ouais, alors je pourrais dire non à tout ça, effectivement, parce que moi, j'aime découvrir plein de trucs, apprendre plein de trucs. Donc, je pourrais très bien demain tenir un bar de plage dans le sud de la France. Ça m'irait très bien. Comme je pourrais, je sais pas, j'en sais rien, faire du trading sur Polymarket aux US, j'en sais rien, tu vois. Et les retours que tu as pour l'instant de vos premiers investissements sur les X années, tu dirais que c'est quoi peut-être un pourcentage en termes de réussite, d'échec, d'exit, comme on dit. Vous en êtes où là aujourd'hui? Écoute, on est très content au bout de 4 ans et demi du premier véhicule. Le premier véhicule d'investissement Super Capital VC 1. On a un tiers des boîtes en gros, donc sur 45 on en a 15, qui ont refait des tours de table après nous sur des valos supérieurs. Donc on a des belles plus-values latentes, des fois 5, des fois 10 ou plus. On n'a pas encore beaucoup d'exits, on a eu quelques exits à x2, x3, x4, mais c'est long. Les exits, c'est souvent 6, 7, 8 ans. Nous, on a 4 ans et demi sur l'investissement. Donc, je pense que là, d'ici les 2-3 ans qui viennent, on va avoir de belles exits. Quand on regarde les performances du fonds numéro 1, du véhicule numéro 1, on est plutôt très content puisque tu connais la courbe en J. Donc, généralement, tu as toutes les boîtes qui se crachent et donc qui font baisser ta valorisation. Nous, on est plutôt remonté au-dessus de la ligne de flottaison, au-dessus de la courbe du J, là, sur ce premier véhicule. Donc, on vise un x3 sur ce premier véhicule et je pense qu'on l'atteindra. Est-ce que tu vois, au travers de tous les dossiers que vous recevez, des tendances? Alors, si par exemple on prend l'IA, ok, mais vous réussissez à comprendre vers où ça peut aller, qu'est-ce qui peut fonctionner? Parce que quand on prend, je reprends juste ce sujet de l'IA, tout le monde s'appuie quand même sur des modèles classiques. Après, on peut imaginer, comme ça a été un peu le cas avec des API qu'il peut y avoir sur Google ou autre, qu'un projet se lance, il est extraordinaire et en fait, il y a un modèle sur lequel il s'appuie qui change complètement et donc il perd toute sa valeur. Je pense au référencement, à ce genre de choses. Comment vous réussissez à faire la différence entre des projets qui sont intrinsèquement très puissants et d'autres qui sont plus peut-être de l'opportunisme? Alors nous, très honnêtement, hein, on investit dans dans ces deux types de projets. C'est-à-dire qu'on investit aussi bien dans des deep tech qui effectivement vont changer le monde ou changer le statu quo dans une industrie particulière. Ok, beaucoup d'années de recherche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le capital risque existe à la base. Hein. C'est financer les années de R&D avant la commercialisation. Mais on a investi aussi beaucoup et on investit toujours pas mal sur des boîtes entre guillemets plus opportunistes. Je pense à une boîte comme Arcades AI qui est en train d'exploser chez nous littéralement. Ils font de la publicité vidéo avec l'intelligence artificielle, donc pour faire des spots de quelques secondes de publicité avec des gens qui n'existent pas mais qui ont l'air réels. Ok, ils sont en train vraiment d'exploser.
c'est pas eux qui ont inventé le langage d'IA derrière. Évidemment, ils s'appuient sur des briques qui existent. Sauf que ça marche et sauf qu'ils ont correctement assemblé les briques pour faire un produit qui est hyper sexy aujourd'hui en 2025. Peut-être qu'en 2030, effectivement, tu vois, ça marchera plus ou ce sera plus attractif, mais peut-être que d'ici là, ils seront montés à 50 millions d'ARR et qu'ils auront vendu la boîte de 150 millions quand nous, on est rentré chez eux sur une valo 25 fois inférieure, tu vois. Donc en fait, tout est question aussi d'époque et de momentum. Et aussi, quand tu prends du recul, tu te dis, toutes les boîtes finissent par mourir. Donc en fait, finalement, si tu es investisseur, il faut que tu investisses au bon moment et que tu sortes au bon moment. Même Amazon, un jour, mourra. Quand tu te dis ça, tu te dis, oui, en fait, tout est une question de temps. Exactement, comme dans l'immobilier, c'est exactement pareil. C'est pour ça que Super Capital en fait aussi. Exactement. Et on ressent quand même qu'il y a une certaine aversion au risque en France par rapport aux US, notamment. On en parle beaucoup un peu partout sur les réseaux et ailleurs. Comment toi tu le ressens? Est-ce que toi tu as une posture par rapport à ça ou en fait tu dépends quand même beaucoup de tous tes investisseurs? Et peut-être ma question est un peu longue, c'est peut-être pour ça aussi que tes investisseurs investissent parfois un petit peu, des petits tickets, ce qui leur évite de prendre des risques. Et toi, est-ce que ça te permet d'aller vers des projets qui sont un petit peu plus risques sensitifs? Clairement, culturellement, je suis d'accord avec toi, il y a une énorme différence. Alors, par contre, ce que je vois, tu vois, c'est que ces dernières années, là, effectivement, les investisseurs sont un peu prudents. Par contre, je vois toute une nouvelle génération de gens arriver sur le marché qui ont vendu leur boîte, qui font du cash avec leur business, etc. Et alors, certes, ils font de l'immobilier, certes, ils font de la bourse, certes, etc. Mais ils s'intéressent de plus en plus à la tech, aux startups, parce qu'ils voient bien que la technologie, c'est devenu vital. Si tu vois la Chine et les États-Unis, en Europe, à part ASML, et bravo à eux, et c'est génial, hein, mais on n'a pas trop de géants de la tech. On parle un peu de plus en plus de Mistral, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois de plus en plus de profils de gens complètement éloignés de la tech. Tu vois, l'autre jour, je discutais avec un mec, il a 2 boulangeries, 2 très très grosses boulangeries, et il veut se mettre à investir dans la tech. Et tant mieux. Et il y a 10 ans, je pense qu'on ne voyait pas ces profils-là. Et ça, c'est tant mieux. Ok, super. Effectivement, c'est bien qu'il y ait ce mouvement un peu positif, d'autant qu'il y a aussi d'autres discours en ce moment qui circulent au regard du contexte français. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je la pose un peu à tout le monde en ce moment, cette question, la taxe Zuckman d'une part, et le fait que certains grands entrepreneurs français commencent à faire passer le message qu'il vaut mieux partir de France, qui peut être un peu ambivalent. Ouais, c'est difficile d'avoir une réponse tranchée sur cette question. Comme on le sait, on est le pays le plus fiscalisé du monde. Je pense qu'il faut rendre l'État plus efficient, ça c'est clair et net, c'est ma position. Maintenant, est-ce qu'il faut plus taxer ou moins taxer? Je pense qu'on est déjà au taquet, donc c'est difficile. Après, idéologiquement, un peu plus taxer le capital que le travail, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, la manière dont c'est présenté aujourd'hui, je pense que c'est complètement irréaliste. Ouais, tout le monde est un peu décontenancé. Là, on ne sait plus trop où on en est et où on va. Et alors, si, comme question finale, tu devais résumer ta trajectoire en un seul yes ou no, le choix qui a vraiment tout changé pour toi, lequel tu choisirais et pourquoi? Écoute, c'est tout simplement renoncer au salariat et se lancer à mon compte. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu'en fait, une fois que tu as goûté à ça avec un peu de succès, tu peux quasiment plus revenir en arrière. Certes, des fois, il y a des fois où je me dis, tu sais, quand c'est dur, quand le business est un peu dur, je me dis, je serais bien comme mon pote là, au chaud dans une grande boîte. Et puis en fait, je me dis, mais non, mais Corentin, sois réaliste, tu tiendrais pas 3 mois. Et donc effectivement, c'est si en fait tu te lances comme ça dans le grand bain et que tu connais quelques succès, sache que tu pourras plus revenir en arrière. Et moi, j'en suis très content aujourd'hui. Ouais, c'est un peu une drogue, quelque part. Exactement. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Corentin. Merci à toi. À vous qui écoutez, rappelez-vous qu'un simple yes ou no peut changer toute une trajectoire, peut ouvrir des portes qui étaient fermées, peut enfermer si on fait le mauvais choix. Et finalement, la prochaine fois, la seule question qui se posera, c'est est-ce que je dis yes ou no pour en assumer les conséquences positives ou négatives, mais toujours avec le sourire pour avancer. Top, je suis d'accord. À très bientôt, merci. Salut.
Merci d'avoir écouté l'émission. Alors, vous pouvez nous retrouver maintenant sur tous les réseaux. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez même nous proposer des personnes que vous connaissez ou que vous aimeriez entendre avec plaisir. À partir du moment où elles ont quelque chose à raconter, quelque chose à partager et que ça apportera quelque chose aux auditeurs, on est bien entendu preneur.